Et pourtant, Argentina, mamie, c'est ni mamie, c'est ni ça. Bienvenue dans Papa GPA, le podcast qui raconte un parcours de gestation pour autrui queer et dans une démarche éthique. Épisode 16, de la dignité. Papa et puis ça. Ce qui me fascine profondément dans la GPA, à part que c'est l'aventure grâce à laquelle nous avons rencontré Diana et Kémilie, et dont tu as été le brillant résultat, c'est que dès qu'on commence à penser la GPA, on s'aperçoit que ça touche à beaucoup de sujets de société, et que ça nous pose plein de questions, notamment philosophiques. Est-ce que mon corps est ma propriété ? Qui m'octroie cette propriété ? Quel est le périmètre de ma liberté sur mon propre corps avant que la loi ne m'oblige ? Est-ce le rôle de la loi de régler mon rapport à mon propre corps ? Il en va évidemment de même dans ma relation aux autres et à leur corps. Sur le versant éthique, qui décide de ce qui est moral ou non ? Et surtout, qui ne décide pas ? Ou encore, tout doit-il être observé avec un angle moral ? Cette liste de questions au cœur des débats sur la GPA, je pourrais la continuer pendant encore longtemps, tellement le terrain est riche. Même si ce sera un peu moins en lien avec des expériences que j'ai vécues directement moi-même, je voudrais dans cet épisode m'arrêter sur la notion de dignité, qui revient très souvent dans les débats sur la GPA, comme on va le voir ensemble dans quelques minutes. Mais avant toute chose, et pour clore cette introduction, je veux insister sur une précision essentielle et sans laquelle rien de ce que je vais dire après ne tiendrait. Quand je parle de gestation pour autrui, je ne parle que et uniquement que de celles qui, sur le spectre éthique, tendent à la plus haute exigence et œuvrent sincèrement pour que tous les participantes et participants soient le mieux respectés possible. Dès l'épisode 6, j'en ai donné un exemple, et il en existe plusieurs autres. Certes, un cadre éthique peut être imparfait et discutable, et il n'annule pas magiquement les dynamiques de domination de genre, de classe, de race. On peut même trouver des limites au terme éthique, mais il y a cette intention forte et des conséquences concrètes dans le vécu des parcours. A contrario, pour tous les réseaux qui dégringolent à l'autre bout du spectre, vers le sordide, le dégradant, l'infâme, et qui relèvent plus de la servitude et de la traite d'êtres humains, et je n'appelle plus ça de la gestation pour autrui, mais de l'exploitation, de l'asservissement reproductif, voire, selon certaines conditions, de l'esclavagisme reproductif. Comme tu l'entends, je veux aussi éviter une approche binaire, où il n'y a que les bons et les méchants. Et j'ai conscience que placer quelque part sur ce spectre éthique de la GPA, un cadre, un territoire, un établissement, un parcours, ce serait toujours sujet à discussion. Mais malgré cela, je veux faire cette distinction. De la même manière qu'on distingue, également de manière spectrale car les barrières peuvent être parfois floues, une adoption d'un trafic d'enfants, ou un rapport sexuel d'un viol. Ceci ayant été bien clarifié, je te propose de commencer. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi la notion de dignité revenait si souvent quand on parlait de GPA. Pendant la création des embryons avec Kémilie, tout comme pendant l'ensemble du parcours avec Diana, grossesse et naissance comprises, j'ai vu et vécu une très grande dignité. Donc je n'arrivais pas à voir quel était le souci avec les gens qui disent que tout ça est indigne. Au début, je pensais que c'était juste parce qu'elles étaient mal informées. C'est entre autres pour pallier à cela que j'ai décidé de rendre ce récit public, comme je l'ai dit dans l'épisode introductif. Puis, progressant dans mon éducation en travaillant sur ce podcast, notamment sur les 2 épisodes juridiques, j'ai découvert qu'il y avait une vraie réflexion de fond sur la question de la dignité. Alors j'ai creusé. Je ne vais pas pouvoir parler de tout et ça a été difficile de sélectionner, mais voici quelques pistes pour débuter la réflexion. Dans une conférence de 2025 organisée par le Cercle Droit et Liberté, un réseau de juristes et avocats-avocates, Sébastien Neuville, professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole, revient sur l'histoire de cette notion de dignité. Il nous apprend que le sens de ce mot a beaucoup évolué à travers les siècles. Dans l'Antiquité, on ne parle pas de dignité, mais plutôt de maîtrise de soi, de vertu, de capacité de vivre selon des principes moraux et rationnels. Dignité va plutôt s'employer au pluriel, les dignités,
pour parler des fonctions, titres et charges qui donnent un rang éminent à une personne. C'est ainsi qu'on parle des dignitaires. Il y a donc dès l'origine du mot une idée de supériorité et de responsabilité. Avec l'arrivée de la Bible et de la diffusion de ces textes, le mot dignité commence à être utilisé avec un autre angle de sens. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 4, verset 11, il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Ici, c'est donc Dieu qui est digne. Sébastien Neuville rappelle que, pour les chrétiens, les êtres humains ont accès à la dignité parce qu'ils sont créés, d'après leur religion, à l'image de Dieu. Il faut ensuite attendre le XVIIIe siècle, dit des Lumières, où certains penseurs occidentaux systémisent le questionnement de la primauté de Dieu. Ils souhaitent en effet replacer l'être humain, finalement surtout l'homme blanc, au fondement de la société. Sous cet effet, la notion de dignité va donc glisser de sens, ou plutôt de point de vue. On voit ainsi apparaître des pensées dans lesquelles la dignité n'est plus héritée de Dieu, mais inhérente à l'homme. Jean-Jacques Rousseau, philosophe genevois, écrit par exemple dans Le Contrat social paru en 1762 que la dignité de l'homme ne consiste pas dans les qualités extérieures, mais dans la capacité à être moral et raisonnable. C'est aussi le cas du philosophe prussien Emmanuel Kant, qui, dans ses leçons d'éthique prononcées entre 1775 et 1780, indique que le corps fait partie de notre soi et qu'il est partie intégrante de la dignité humaine. En disposer comme moyen uniquement, c'est le réduire à une chose, et à ce titre, ne pas respecter la dignité de sa personne tout entière et de tout le genre humain. Car, pour Kant, et il le formule en 1785 dans son ouvrage Fondement de la métaphysique des mœurs, il faut, je cite, « agir de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » Fin de citation. La dignité intrinsèque à chaque être humain est donc, pour Kant, éminemment universelle. Donc en gros, si j'agis mal, je viole la dignité de l'humanité en tant que telle, car ce n'est pas ma dignité individuelle que j'offense, mais l'humanité universelle qui réside en ma personne. Attention, ici c'est pareil, il faut prendre le mot universel dans les limites très étroites et excluantes de l'entendement de l'époque. Vu l'influence que la philosophie de Kant a aujourd'hui sur le droit français, ce que je vais t'expliquer dans quelques minutes, il n'est pas inintéressant de toujours garder en tête qu'il argumente dans plusieurs de ses écrits, premièrement, que la race blanche est supérieure aux autres, et sur ce sujet, je me réfère notamment au philosophe nigérian Emmanuel Eze dans son essai La race et les Lumières, paru en 1997, même si d'après la philosophe néerlandaise Pauline Kleingeld, il aurait peu à peu changé d'avis au contact de sa propre philosophie éthique, mais ça ne répare rien au fait que les idées de Kant, y compris les prismes racistes, étaient déjà largement diffusées en Europe. Et deuxièmement, bien garder aussi à l'esprit que, pour Kant, l'activité sexuelle est morale uniquement dans le cadre du mariage monogame hétérosexuel en vue de la procréation, comme le rappelle Rouven Augien dans son essai Le corps et l'argent. Donc un universalisme, somme toute, assez relatif, comme souvent. Ainsi, comme tu peux le voir, le XVIIIe siècle est un moment important pour la transformation, ou plutôt l'augmentation du sens du mot « dignité ». Pour autant, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 6 mentionne bien le mot « dignité », mais il est au pluriel et renvoie plutôt au sens antique, c'est-à-dire aux places et emplois publics auxquels tous les citoyens doivent être admissibles, et le texte dit « sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent ». 2 siècles plus tard, la notion de dignité est reconvoquée tambour battant et en catastrophe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en réaction aux horreurs dont l'humanité a été actrice, victime et témoin. C'est notamment la Shoah, le génocide juif, qui vient d'avoir lieu. En constatant ce dont les humains sont capables, on se pose alors des questions sur ce qui nous lie, nous rassemble, sur notre humanité. L'inaliénable dignité semble alors servir de refuge pour l'espoir d'un monde commun meilleur à construire. C'est ainsi par exemple que la philosophe états-unienne Martha Nussbaum rappelle que tout être humain dispose d'une dignité en continuité de la pensée kantienne. On commence alors à concevoir la dignité comme un outil de protection des êtres humains, explique Sébastien Neuville.
Il cite, pour illustrer son propos, la création de textes tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui parle dès sa première ligne d'une dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Ou encore la loi fondamentale allemande en 1949, qui dit que la dignité de l'être humain est intangible. La Convention européenne des droits de l'homme, signée en 1950, n'en fait pas directement mention, mais un arrêt ultérieur de la Cour européenne des droits de l'homme, dont je t'ai déjà parlé, et qui contrôle l'application de ce traité international, déclare dans un arrêt de 1995 que l'essence même de cette convention est le respect de la dignité. Il y a encore d'autres exemples de grands textes qui mobilisent cette notion, ce qui fait qu'à la fin du XXe siècle, elle devient un concept philosophique, politique et diplomatique majeur. En plus de cela, à partir des années 70, et je t'en parlais déjà dans l'épisode 13, il y a des avancées biomédicales considérables, notamment, mais pas uniquement, sur la génétique, le clonage, la transplantation d'organes et la procréation médicalement assistée. Les jurisprudences évoluent, des mobilisations sociales émergent sur certains sujets, et des scandales éclatent, comme celui du sang contaminé dans les années 90. En conséquence, des questions éminemment éthiques sont soulevées et débattues à l'échelle nationale, comme par exemple sur les techniques de reproduction artificielle ou sur la commercialisation des produits du corps humain. On sent une volonté de dresser un rempart juridique contre l'instrumentalisation de l'être humain et de son corps pour les besoins de la recherche et autres pratiques scientifiques nouvelles ou à venir. Dans un essai intitulé « À qui appartient le corps humain ?», Claire Crignon de Oliveira et Marie-Gaï Nicodimov font la supposition suivante. Il y a, je cite, « un malaise à l'égard des possibilités nouvelles offertes par ces sciences et biotechnologies en matière de vie et de mort, de sexualité et de procréation. La nature humaine est comme remise en chantier. » Fin de citation. C'est d'ailleurs aussi sur le plan bioscientifique que l'écho de la Seconde Guerre mondiale se fait entendre. L'idéologie nazie, son eugénisme et ses expériences scientifiques qui ont été pratiquées souvent dans la plus grande violence sur les corps humains sont, je crois, une explication additionnelle plausible à cette méfiance justifiée. C'est donc dans ce contexte post-Seconde Guerre mondiale et d'ébullition scientifique que le 29 juillet 1994 est créée la première loi dite de bioéthique dans le Code civil français. Celle-ci pose les principes fondamentaux relatifs au respect du corps humain. C'est l'article 16 et suivant du Code civil, dont voici le début. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Fin de citation. En vue de la promulgation de cette loi, le Conseil constitutionnel examine le projet et dans sa décision du 27 juillet 1994, il déclare pour la première fois que la notion de dignité a une valeur constitutionnelle. Je le cite, « La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. » La dignité est donc consacrée philosophiquement et juridiquement comme une caractéristique essentielle de l'être humain, avec la logique suivante. La dignité transcende chaque individu, elle renvoie à l'humanité dans son ensemble. Résultat, nous ne pouvons pas être propriétaires de notre corps. La loi distingue en effet un droit de jouissance de son corps d'un droit de propriété qui n'existe pas. Il est ainsi possible, pour garantir le respect de la dignité humaine, de contraindre chaque personne, par la loi, à ne pas dégrader sa propre dignité, car porter atteinte à la sienne, c'est porter atteinte à celle de tous. Tout ça sonne quand même beaucoup comme du Kant, non ? Comme quoi, la philo, s'il en fallait la preuve, ça peut avoir des implications très très concrètes. Alors, tu vois venir le rapport avec la GPA ? J'y viens. Pour accompagner ces réflexions, bien en amont et dès 1983, est créé le Comité consultatif national d'éthique, CCNE, dont la mission est de rendre des avis en fonction des besoins politiques, sociétaux et scientifiques du moment. Il oriente les débats parlementaires au début des années 90 pour la première loi de bioéthique, celle de 1994, que je viens de te citer.
Et il continue encore aujourd'hui son rôle, par exemple, mais sans illimité, lors des révisions de ces lois qui ont lieu à peu près tous les 5-7 ans, la prochaine étant en 2027-2028. C'est ainsi qu'en octobre 1984, peu après sa création, il rend son troisième avis, dont une des sections est intégralement consacrée à la maternité de substitution, l'ancien terme pour la GPA. Et cet avis est intéressant, car on est 10 ans avant l'interdiction de la GPA, comme je te le racontais aussi dans l'épisode 13. Dans ce troisième avis, la CCNE interprète les textes de loi déjà existants et dit que, je cite, « le recours à cette pratique est, en l'état du droit, illicite ». Elle conseille également de ne pas légiférer contre la GPA car, je cite encore, « les obstacles qui, de toute façon, rendent le contrat juridiquement nul en l'état du droit constituent une dissuasion suffisante ». Par ailleurs, elle trouve que sur le sujet, une maturation des esprits est nécessaire. Pour cela, elle préconise un débat national, une consultation publique. Je cite encore l'avis, « Le comité d'éthique en est venu à penser que ce débat sur l'intérêt du futur enfant et le droit des parents devrait être mené selon une procédure plus ouverte et qui organise de façon plus solennelle la consultation et l'audition de tous les secteurs d'opinion. Les citoyens dans leur diversité devraient y être associés. Si les moyens lui étaient donnés, le comité serait prêt à assumer la charge d'organiser et d'animer cette consultation. » Fin de citation. Cette consultation nationale sur la GPA n'a, à ma connaissance, jamais eu lieu. Et c'est celle que les associations, comités scientifiques et militantes et militants appellent de leur vœu aujourd'hui, notamment à l'occasion de la 4e révision de loi bioéthique dont les travaux préparatoires commencent en ce moment, en janvier 2026. En revanche, 10 ans après cet avis de 1984, à contre-courant du CCNE, sans consultation nationale, et à l'occasion de cette première loi de bioéthique, les législateurs et législatrices décident d'interdire explicitement, de fait, la GPA. C'est le nouvel article 16-7 qui indique que toute convention portant sur la procréation et la gestation pour le compte d'autrui est nulle, que tu avais déjà entendu dans l'épisode 13. Pour Sébastien Neuville, avec la loi bioéthique de 1994, s'opère à ce moment un changement de point de vue sur la notion de dignité. Je le cite. « La dignité n'est plus considérée comme quelque chose qui relève de l'être, mais quelque chose qui relève du comportement, de l'agir. Avec cette nouvelle approche, je dois me comporter de manière digne, je dois avoir toujours la dignité dans mes actes. Ce n'est plus la question de savoir si je suis digne moi-même en tant que je suis un être humain, mais plutôt si je me comporte de manière digne. La dignité s'impose, à chacun pour soi-même, aux individus dans leur rapport entre eux, et aux autorités. » Fin de citation. Il conclut en soulevant un problème de taille, qui est généré par ce glissement de sens. Qui définit ce qui est digne et indigne? Et comment le justifier? Eh bien, cela va être soumis à l'interprétation. Et donc, précise Neuville, à l'ère du temps et au contexte social et politique. Et évidemment, ce sera également laissé à l'appréciation du ou de la juge lorsqu'une affaire arrive sur les bancs du tribunal. Pour illustrer son propos, il observe qu'il n'y a pas si longtemps, l'euthanasie était considérée comme indigne, mais qu'il y a de nombreuses personnes militant pour un accompagnement à la fin de vie médicalement assistée qui se sont saisies de la notion de dignité pour opposer le fait qu'elle voulait permettre qu'on puisse mourir dignement. C'est aussi ce que le philosophe Ruven Ogien écrit dans son essai Le corps et l'argent. Je le cite, « Au nom de la dignité humaine, on peut aussi bien justifier l'interdiction d'aider activement à mourir des patients souffrants et incurables que le contraire. » À l'heure où j'enregistre ces mots, la proposition de loi sur la fin de vie est encore loin d'être promulguée, mais au moins le travail a commencé. Et le principe d'une fin de vie dans la dignité est aujourd'hui relativement transpartisan, même si, très justement, des personnes, notamment en situation de handicap, comme l'avocate Elisa Rojas, ont alerté sur les dérives possibles dans une société discriminante et eugénique. Mais je n'ai pas fini sur la dignité. Il manque un dernier volet très important à mon histoire. Celui de comment, en France, la notion de dignité s'est retrouvée intégrée à celle d'ordre public. Et quel impact cela a-t-il eu sur la GPA? Pour cela, il faut que je te raconte ce que le Conseil d'État, qui est la plus haute des juridictions de l'ordre administratif, crée comme nouveauté en 1995 dans un arrêt devenu depuis
l'une des décisions les plus connues et les plus commentées de l'histoire juridique de France, et sur lequel tous les étudiants et étudiantes en droit ont planché à un moment ou à un autre dans leur parcours. Alors voilà. Tout commence lorsqu'en 1991, Manuel Wackenheim, showman qui se produit dans des discothèques et autres lieux festifs, propose son spectacle à une boîte de nuit dans la commune de Morsan-sur-Orge, dans l'Essonne. Son numéro consiste à divertir le public déguisé en super-héros à cape argentée, puis après quelques tours de chauffe, à leur proposer de le saisir par les 2 poignets fixés au dos de son costume et à le lancer à la force des bras sur un matelas gonflable aussi loin que possible, c'est-à-dire pas bien loin. Jusque-là, on pourrait dire que c'est une version interactive et clownesque des acrobates et autres figures circassiennes. Seulement voilà, Manuel Wackenheim, de son pseudo Mr. Skyman, fait 1m41 et 44 kg. C'est donc une personne de petite taille, ou un nain, pour reprendre un mot souvent utilisé mais perçu par la majorité des concernés comme dégradant. Il appartient en conséquence à un ensemble de personnes qui sont, explique l'association des personnes de petite taille, l'APPT, en situation de handicap. Encore aujourd'hui, une grande stigmatisation est constatée, comme le rappelle le rapport d'enquête sur les difficultés rencontrées par les personnes de petite taille en juillet 2022. En effet, d'après cette enquête menée par l'APPT, 9 personnes sur 10 ont déjà été victimes de discrimination ou de violence au cours de leur vie du fait de leur taille. Par un concours de circonstances médiatico-politiques, cette affaire de 1991 devient publique et est débattue sur les plateaux télé. Des associations et des personnalités comme l'actrice Mimi Mati s'en émeuvent jusqu'à ce qu'une circulaire émane du ministre de l'Intérieur Philippe Marchand pour faire interdire le spectacle par le préfet et par le maire de Morsan-sur-Orge. Un arrêté municipal est pris, le spectacle est interdit. Manuel Wackenheim et son avocat saisissent le tribunal administratif de Versailles et bâtissent leur défense en argumentant qu'ils ne perturbent pas l'ordre public, dont la définition comprend alors 3 critères, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Aucun des 3 n'étant concerné par leur affaire, le tribunal administratif leur donne raison et l'arrêté municipal d'interdiction est levé. L'histoire se répète dans 3 autres communes de France, et à chaque fois, les tribunaux administratifs annulent les arrêtés municipaux. L'histoire pourrait s'arrêter là et disparaître pour toujours dans les archives judiciaires de France. Mais le maire de Morsan-sur-Orge décide d'effectuer un recours auprès du Conseil d'État. Et c'est ainsi que celui-ci se retrouve à statuer sur l'affaire dite du lancer de nains. Et là, surprise, dans sa décision du 27 octobre 1995, il donne raison aux communes et aux interdictions en s'appuyant sur un 4e critère de l'ordre public, qu'il décide alors d'ajouter à la définition, l'atteinte à la dignité humaine. Et oui, en s'appuyant sur la alors récente décision du Conseil constitutionnel dont j'ai parlé il y a quelques minutes, et qui indique que la sauvegarde de la dignité est un principe à valeur constitutionnelle, le Conseil d'État considère qu'un spectacle jugé dégradant pour les personnes de petite taille contrevient aussi à l'ordre public en ce qu'il compromet non pas juste l'artiste performeur, mais à travers lui toute l'humanité. On retrouve donc une vision kantienne de la dignité. Tu te souviens, agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre. Et le consentement du concerné n'est pas considéré comme pertinent, car nul ne peut valablement consentir à un acte portant atteinte à sa dignité. En conséquence, le Conseil d'État augmente le pouvoir de police du maire en lui permettant de limiter la liberté d'agir d'une personne, au nom de la dignité, mais sans définir ce que la dignité signifie concrètement. Et tout ça, quand bien même il serait consentant et satisfait de sa situation. Dans un article du Monde en décembre 2025, Muriel Fabre-Magnan, professeure de droit privé à l'université Paris 1, note que, je cite, « La liberté et le consentement ne peuvent être les seuls critères de légitimité. » Pour appuyer son point, elle ajoute « Si on avait pris des personnes noires, juives ou arabes pour les lancer, on ne se serait pas posé la question de leur consentement. » Ce que j'en comprends, c'est que ce qui serait indigne, ce n'est pas d'être projeté par la force des bras, mais ce serait de l'être en tant que personne stigmatisée. Donc finalement, le problème, ce n'est pas Manuel Wackenheim et son show,
Ce n'est pas non plus le fait qu'il est une personne de petite taille. C'est que les personnes en situation de handicap subissent le mépris, le rejet et la discrimination de la société valide, et ceci de manière systémique. Mais dans le concret des faits sur cette affaire, on condamne une personne en situation de handicap à arrêter son travail, parce que des personnes valides la ridiculiseraient. Cela me paraît pour le moins paradoxal. De plus, on part du principe que les personnes qui participaient à ce show l'ont fait dans un esprit de moquerie et de stigmatisation. Peut-être, peut-être pas. Les a-t-on seulement interrogés? En tout cas, Manuel Wackenheim décrit une ambiance apaisée, cordiale et respectueuse dans cette même conférence où il témoigne aux côtés du professeur de droit Sébastien Neuville que j'ai cité plus tôt. Mais c'est vrai que c'était un risque. Dans un récent communiqué de presse, l'APPT, l'Association des personnes de petite taille, déplore que celles-ci soient embauchées pour animer des soirées festives uniquement parce qu'elles sont petites. Je cite: même si certaines personnes y participent volontairement, le fait d'être engagé pour sa taille alimente des représentations dégradantes et rappelle l'importance de repenser le regard collectif pour que rire avec ne devienne jamais rire de. Fin de citation. Même si je pense comprendre les bonnes intentions et que je souscris totalement sur la distinction fondamentale entre rire de quelqu'un et rire avec quelqu'un, je crois que ce positionnement pose néanmoins question. Ne serait-ce qu'en restant dans le domaine des arts vivants. Il y aurait donc les bons rôles et les mauvais rôles pour ces personnes? Là où une personne valide pourrait interpréter qui elle veut. Lorsqu'au début des années 90, l'APPT co-organise un casting pour recruter une personne de petite taille pour le rôle de Passepartout dans le jeu télévisé Fort Boyard. Qui peut promettre que personne derrière son téléviseur ne rira du comédien recruté, André Boucher? Là aussi, il y avait, me semble-t-il, un risque de stigmatisation. Pourquoi pour l'un, on pense que c'est dégradant, et pour l'autre, que ça participe à la nécessaire visibilisation des personnes atteintes de nanisme? Quelle est la différence entre Passepartout et Mr. Skyman? Est-ce que courir dans un couloir humide sans dire un mot est plus moral que d'être lancé à 1 mètre de distance sur un matelas? Est-ce qu'un lieu de tournage pour une émission télé en prime time est plus moral qu'une boîte de nuit? En tout cas, narrativement, le personnage de Passepartout vit dans un huis clos, est utile aux candidates et candidats qui sont tous valides, et est au service d'un vieil homme blanc riche et avare, le père Fouras. De son côté, Manuel Wackenheim, lui, était un entrepreneur indépendant et performeur de son propre spectacle. Pas vraiment le même symbole. Wackenheim, me semble-t-il, était plus transgressif et sûrement moins là où on voulait qu'il soit. Si je prends le temps de te parler de ça, c'est qu'à chaque fois que je tourne autour de cette affaire, ça me fait inévitablement penser au moralisme qu'on déverse sur les femmes de manière générale, et particulièrement quand il s'agit de leurs activités sexuelles ou de reproduction. Le patriarcat adore séparer les femmes considérées comme bonnes, qui ne connaissent que leur mari et qui lui produisent une progéniture, des mauvaises femmes qui osent le sexe juste pour le plaisir ou pour l'argent, ou qui sont enceintes, mais pas de leur enfant. Il faudrait protéger les femmes mariées et sauver les travailleuses du sexe, ainsi que les femmes porteuses, qui, soit dit en passant, sont souvent aussi des femmes mariées. Si un cadre éthique et légal et surtout un vrai statut, une reconnaissance sont indéniablement nécessaires pour toutes ces pratiques, pour moi, il y a toujours cet arrière-goût de paternalisme et de coercition sous couvert de protection, a fortiori quand on défend la prohibition. Je pense qu'il est grand temps de s'interroger sur qui on veut toujours protéger et de quoi. À ce sujet, comme toujours, la parole des concernés est éclairante. Sur la question du handicap, de la dignité et de la procréation, je trouve la position d'Elena Chamorro particulièrement intéressante. Enseignante universitaire, militante féministe et antivalidiste, c'est-à-dire luttant contre les systèmes d'oppression vécus par les personnes en situation de handicap, elle écrit un article dans l'ouvrage collectif Venir au monde, publié en 2025, dans lequel elle raconte sa grossesse de femme handicapée. Elle n'évoque pas la question de la GPA parce qu'elle est enceinte de son enfant, mais elle revendique le droit de faire des choix éclairés, même si cela comporte des risques.
comme par exemple d'être handicapée et enceinte. Et pour cela, elle mobilise la notion de dignité du risque, développée en 1972 par le penseur et militant états-unien Robert Persk et reprise en 1980 par Julian Wolpert, universitaire à Princeton. La dignité du risque, c'est l'idée selon laquelle, je cite, la surprotection dont font l'objet les personnes ayant un handicap mental tend à les empêcher de faire l'expérience de la prise de risque, pourtant nécessaire à la croissance et au développement de tout être humain. Cette surprotection se traduit en entrave au choix et érode ainsi la dignité humaine de la personne, la déshumanise. Fin de citation. Tu vois comment on présente ici la dignité comme devant donner le plus de liberté possible à l'individu, et non comme une justification, voire un outil pour les réduire, comme on a vu juste avant. Elena Chamorro interroge ainsi, je la cite, les approches paternalistes envers les personnes handicapées qui privilégient la protection au détriment de leur droit à prendre des décisions autonomes, restreignent leur liberté individuelle. Et elle continue, cette volonté affichée de protection me semblait d'autant plus paradoxale, eu égard aux risques auxquels je m'exposais quotidiennement en évoluant dans des espaces entièrement conçus pour les personnes valides. Fin de citation. Je prends évidemment des précautions en me référant à cet argumentaire. D'une part car les femmes porteuses ne sont généralement pas en situation de handicap, et ce serait une question intéressante à creuser, et d'autre part parce que je suis moi-même valide et que je ne veux pas m'approprier maladroitement un outil développé pour penser le vécu des personnes en situation de handicap. Mais malgré tout, je trouve l'éclairage fort instructif, et il me semble confirmer, sur un plan plus général, que les individus et a fortiori les femmes n'ont pas besoin qu'on leur explique les risques qu'elles peuvent ou non prendre dans leur vie, surtout quand il s'agit de leur propre corps et de leur dignité. L'arrêt de Morsan-sur-Orge est historique par ses implications morales aussi gigantesques que floues, et il a donné beaucoup de grains à moudre aux juristes par la suite. Il est toujours aujourd'hui mobilisé, par exemple pour interdire des événements publics dont l'objectif est de discriminer clairement un type de population, comme les soupes identitaires à base de porc, pour exclure les personnes musulmanes et juives, ou pour cadrer la liberté d'expression, comme pour interdire des spectacles dits d'humour au contenu antisémite et raciste, comme c'est encore arrivé il y a à peine 15 jours en janvier 2026. Là, la préfecture indique avoir appliqué l'interdiction, je cite son communiqué, en raison des conséquences de ses propos sur l'ordre public. On voit donc qu'au fil des siècles, la notion de dignité va ainsi recouvrir différentes acceptions pour répondre à différents besoins sociétaux. En commençant avec un sens plutôt administrativo-hiérarchique, il évolue vers le religieux, puis philosophique, diplomatique, médical, juridique et enfin, plus récemment, policier. Pour finir sur l'arrêt du Conseil d'État de Morsan-sur-Orge sur la question justement de la GPA, cette décision ajoute un verrou juridique supplémentaire à fondement moral. En effet, jusqu'en 1995, le droit français considérait non seulement qu'une femme porteuse contreviendrait à l'ordre public en mettant son corps au service d'une autre famille, c'est la notion d'indisponibilité du corps humain, dont je t'ai parlé dans l'épisode 13, mais que les parents d'intention y contreviendraient aussi en modifiant la filiation de l'enfant ainsi né, car la femme qui accouche ne serait pas la mère. C'est l'indisponibilité de l'état de la personne qui dit que nous ne pouvons pas modifier des éléments de notre personnalité juridique. Donc notre filiation par exemple, ce dont je t'ai aussi parlé dans le même épisode. À cela, avec le nouvel arrêt de Morsan-sur-Orge, il faut désormais ajouter une troisième violation de l'ordre public en tant qu'il y aurait atteinte à la dignité de l'être humain et de l'humanité dans son ensemble. Alors, c'est fichu? La bataille est perdue? Je ne crois pas. Pour le premier verrou sur l'indisponibilité du corps humain, il y a de nombreuses exceptions, par exemple pour le don d'organes ou de gamètes. On pourrait imaginer quelque chose de similaire pour la GPA. D'ailleurs, à ce sujet, Margot Lerbet, docteure en biologie et doctorante en sociologie, souligne que le don et la transplantation d'utérus sont, eux, autorisés à titre expérimental. Il n'y aurait donc qu'un mini pas symbolique à faire pour concevoir le don de grossesse. Le second verrou, l'indisponibilité de l'état de la personne, n'est pas un principe absolu. Le droit français organise déjà des modifications strictement encadrées de l'état civil. Changement de nom, de mention du genre, et l'adoption plénière, tout comme l'accouchement sous X, permettent la création d'une filiation juridique qui se substitue à la filiation d'origine. Rien n'empêcherait la GPA de s'inscrire dans ces exceptions de modification. Et pour le troisième verrou alors,
celui de l'atteinte à la dignité de l'être humain. Eh bien, comme ce qu'est la dignité n'est jamais défini, la notion peut être aussi mobilisée pour défendre la GPA, comme on l'a vu avec l'accompagnement à la fin de vie médicalement assisté. Le changement de paradigme qui est en train d'être fait sur le droit de mourir dignement, on pourrait le voir opérer sur le début de vie aussi. Pour reprendre les mots de Virginie Despentes dans King Kong Theory, c'est le contrôle exercé sur nous qui est violent. C'est cette faculté de décider à notre place ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Et c'est peut-être ça, la chose à retenir de tout ce que je t'ai raconté dans cet épisode. Si nous réussissons à faire comprendre aux gens que la GPA est un processus qui peut être digne éthiquement, digne médicalement, digne spirituellement, digne politiquement, digne juridiquement, alors un jour, l'appréciation du ou de la juge reflètera cette conscience progressiste et la loi, sur le sujet précis de la dignité, s'ouvrira naturellement à la GPA. Que ce soit sous la forme d'un don de grossesse ou d'un travail reproductif reconnu comme tel et donc indemnisé, et toujours en distinguant sur le spectre éthique la GPA et la servitude reproductive, une femme enceinte qui porte et construit la vie en elle et qui a décidé que ce serait pour d'autres qu'elle, cela peut être d'une profonde et bouleversante dignité. D'ailleurs, je voudrais te lire la citation de la Bible que j'ai partagée plus tôt avec toi, mais cette fois-ci dans sa version complète. Écoute bien. « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Ainsi donc, le Dieu chrétien est digne précisément parce qu'il a créé, parce qu'il a eu la volonté de donner la création, la vie pour l'humanité. Dieu, digne par excellence, serait donc le premier cas de création pour autrui ? Je crois qu'il est désormais plus que temps de s'intéresser à ce que les femmes, premières concernées par la GPA, en disent. Et particulièrement celles qui inscrivent leur corps dans une réflexion politique et militante. Dans le prochain épisode, je vais donc me pencher sur ce que les différents courants féministes nous apprennent de la GPA. Alors, à la prochaine! Les boutons.